Ok, bon, voilà. Ça va faire venir les gens apparemment. Donc, bonjour à tous et bonjour à tous ceux qui arrivent. Je suis Benjamin, je travaille à l'Antique Pays Basque qui s'occupe des rencontres numériques, la 12e édition. On est là aujourd'hui pour le webinaire de Pierre Rebourg pour Budget Our Planet. Donc, je vais le laisser faire toute sa présentation et je vous souhaite un bon webinaire à tous. Oui, merci Benjamin. Bonjour à tous. Pierre Rebourg, voilà, je suis le fondateur de Budget Our Planet. Alors, Budget Our Planet, c'est une solution logicielle qui vise à évaluer automatiquement l'impact environnemental des organisations, notamment à travers l'analyse de leurs mouvements comptables et leurs données de gestion. Et cet après-midi, je voudrais vous parler de l'impact carbone du numérique. Donc l'objectif, c'est voilà, de vous présenter ces enjeux-là en 30 minutes et puis ça nous laissera un peu de temps pour des questions-réponses si besoin. Euh, donc avant de parler de l'impact carbone du numérique, ce que je voulais faire, c'était de vous recontextualiser la chose et de faire un petit rappel sur nos objectifs communs, nous en tant qu'humanité, de limiter le réchauffement à 2 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de budget carbone? Comment on établit un budget carbone au sein d'une entité, notamment d'une organisation. Donc, ça sera l'occasion de vous rappeler les principes du bilan carbone. Et ensuite, ce serait d'appliquer ces principes du bilan carbone euh, à travers le prisme en tout cas d'un usage qui commence à devenir de plus en plus prépondérant dans les organisations, c'est le numérique. L'idée, c'est de vous présenter quelques ordres de grandeur. Voilà, le webinaire n'étant qu'une introduction à ces sujets-là. Puis ça sera aussi l'occasion de parler en fait des plans d'action, en tout cas à établir autour de la réduction d'impact du numérique. Donc, alors tout d'abord, pourquoi limiter le réchauffement à 2 degrés? En tout cas, ça c'est l'objectif que l'humanité s'est donné. Voilà, si on reprend le constat du GIEC, donc le GIEC, c'est le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, donc qui a été créé à la fin des années 80 sous l'égide de l'ONU, et dont le but est vraiment de fournir aux responsables politiques une synthèse des évaluations scientifiques autour des changements climatiques. Et le constat du GIEC à l'issue du 5e rapport est sans appel. Premièrement, les activités humaines sont responsables de l'accélération du changement climatique. Et si on veut éviter le risque d'un emballement du climat, il faut limiter la hausse des températures à 2 degrés avant la fin du siècle. Alors juste un rappel, depuis plusieurs siècles, la concentration de gaz à effet de serre, donc GES, a augmenté, à la fois le CO2, le méthane, protoxyde d'azote. Voilà, cette augmentation crée une augmentation des températures moyennes sur la Terre. Alors le GIEC a euh, essayé de modéliser plusieurs trajectoires qui dépendent de la future quantité de gaz à effet de serre qu'on va émettre dans l'atmosphère. Et donc dans le scénario que vous voyez en rouge, c'est le scénario, disons, la pierre des trajectoires, c'est business as usual, on ne change en rien nos habitudes. Et le GIEC prévoit un réchauffement moyen entre 4 et 12 degrés d'ici 2300. Donc c'est clairement un scénario à la Mad Max. Alors malheureusement, il faut aussi prendre en compte que l'augmentation des températures n'est pas linéaire en tout cas à la concentration des gaz à effet de serre. On y reviendra sur les boucles de rétroaction positive. C'est pour ça qu'il est important de rester sous cette barre des 2 degrés afin d'éviter un emballement climatique. Alors, quand on parle d'emballement climatique, en fait, on parle du fait que plus la température augmente, plus des boucles de rétroaction positive vont se mettre en place, qui vont être activées
à des températures plus ou moins importantes. Et vous en connaissez, alors là, je vais en citer qu'une, mais il y en a plein d'autres, et on en découvre au fur et à mesure. Une des boucles de rétroaction positive les plus connues, ben, c'est l'effet albédo. Donc l'albédo, c'est le pouvoir réfléchissant d'une surface, et donc la banquise la banquise a un effet albédo important de fait de sa couleur blanche. Et donc, lorsque la banquise fond, bah, le rayonnement qui aurait été réfléchi et renvoyé dans l'espace est maintenant absorbé par la Terre ou par l'océan, créant une augmentation de température. Et cette augmentation de température accélère la fonte des glaces et donc la réduction de l'effet albédo qui, elle, entraîne une augmentation de température. Alors, qu'est-ce que ça veut dire un monde à plus 5 degrés? Alors peut-être, la meilleure moyen de répondre à cette question, c'est de regarder le passé. Or, il s'avère qu'il y a 20 000 ans, juste, un peu avant la sortie de la dernière ère glaciaire, il y avait, justement un écart de température, heu de 5 degrés. Il faisait en moyenne, 5 degrés plus froid il y a 20 000 ans que maintenant. Et simplement ces 5 degrés d'écart en moyenne ont créé un environnement en Europe qui est complètement différent à celui qu'on a aujourd'hui. Marseille, ressemblait à la toundra, qu'on a maintenant en Russie. Le nord de l'Europe était complètement recouvert de glace, vous pouviez traverser la Manche à pied. Donc imaginez, ce même réchauffement climatique à la même amplitude, mais à une échelle de temps beaucoup plus court. En moins de 200 ans, on pourrait, si on ne fait rien, heu, voir une augmentation de température de 5 degrés. Et malheureusement, le système, écologique, n'aura pas le temps de s'adapter, et d'ailleurs ni les sociétés humaines. Alors bah, l'idée de ce webinaire, c'est aussi, de le rendre un peu dynamique. Alors, c'est pas le jeu de qui veut gagner, des euros, mais qui veut gagner des millions de tonnes de CO2. Donc, vous pouvez répondre, dans le chat, ou, répondre, dans votre tête. Donc première question: le changement climatique actuel est lié aux activités humaines avec une probabilité de 95. Quel est le pourcentage de consensus scientifique autour du GIEC? A 34, B 52, C 75, D 97. C'est D. Les travaux font consensus à plus de 97 au sein de la communauté scientifique. Deuxième question, les scénarios du GIEC prévoient d'ici 2100 une augmentation de 2 degrés, 5 degrés, 8 degrés, ou petit d, plusieurs trajectoires. Plusieurs trajectoires. Donc le GIEC fait, des scénarios d'émissions, et donc ça, les résultats dépendent de nous, de ce qu'on va faire aujourd'hui et dans les années suivantes en termes d'émissions GES. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, d'un point de vue budget carbone? Alors, petit constat, donc en tout cas vers la fin 2013, dans le monde, on émettait 54 gigatonnes de CO2. Donc, la plupart venaient des émissions, en termes de CO2, donc émissions, fossiles, déboisement. Une partie venait, du méthane, donc de tout ce qui est, émissions, d'élevage bovin, rizière, et une partie de voilà, l'agriculture et des industries chimiques vers le protoxyde d'azote et un petit peu, des gaz de climatisation notamment. Alors donc qu'est-ce que ça veut dire, concrètement? Alors sachant que nous avons à peu près, 4 000 gigatonnes de réserves prouvées, heu non exploitées, hem, pour rester sous la barre des 2 degrés, il faudrait, émettre entre 800 et 1 000 gigatonnes de CO2. Donc, heu, ce qui correspond à peu près à 20 des réserves, prouvées, d'énergie. Et donc si on voulait continuer, en tout cas à nos rythmes d'émissions, c'est-à-dire à peu près 50 gigatonnes de CO2 par an, ça nous reste on
il nous resterait à peu près 15 ans, 15 ans de budget CO2. Et après la 15e année, il faudrait tout stopper. Donc là, c'est pour ça qu'on parle de transition énergétique, de transition environnementale pour avoir un atterrissage en douceur. Donc le budget carbone, si on le ramenait à l'échelle individuelle et sachant que, heureusement, les écosystèmes de la Terre absorbent, naturellement, du CO2 à hauteur de 13 gigatonnes de CO2 par an et que la population humaine est autour de 7 milliards d'habitants, ça nous fait un budget carbone individuel, d'à peu près d'1,8 tonnes de CO2 équivalent par an et par habitant. Alors, il s'avère que les pays, et notamment la France, émettent plus, que, d'autres pays. Donc c'est pour ça qu'en France, on parle de budget carbone, à titre individuel, qui aujourd'hui tourne autour de 10 tonnes par an et par personne. Donc il faudrait, diviser ça par 4 ou 5, d'ici 2050, pour rester, dans les clous en termes, d'objectifs de réduction climatique. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire, ce plan de transition, comment le mettre en œuvre? En fait, on va le décliner, à la fois à l'échelle, collective, c'est-à-dire politique, à l'échelle individuelle et nous, ce qui nous intéresse, aujourd'hui, c'est à l'échelle sectorielle, c'est-à-dire à l'échelle des organisations privées, publiques et associatives. Alors, petite question, donc en combien de temps la France est-elle engagée à devenir neutre en émissions de gaz à effet de serre? Petit A 30 ans, petit B 15 ans, petit C 45 ans, petit D, 25 ans. La réponse, c'est petit A, d'ici 30 ans, d'ici 2050. Alors, on a parlé des objectifs de réduction, rester sous la barre des 2 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire en termes de budget carbone à l'échelle de l'humanité, à l'échelle individuelle, à l'échelle d'un pays? Maintenant, comment mettre ça en œuvre? En fait, le pilotage du budget carbone se fait à travers la comptabilité carbone et donc, le but de calculer, ces émissions, de gaz à effet de serre à l'échelle d'une organisation, c'est déjà un de comprendre les ordres de grandeur, voilà, de pouvoir les hiérarchiser et puis ensuite de pouvoir mettre en place des plans d'action, qui sont objectivés, efficaces et sur lesquels on peut prouver par A plus B que, qu'on avance de manière positive. Et donc ça permet par exemple de répondre à des questions du type, voilà: «Faut-il éteindre tous les appareils en veille et lampes inutiles ou baisser la consigne de chauffage, d'1 degré?» Heu, alors généralement, dans la plupart des cas, baisser la consigne de chauffage est plus avantageux, plus réducteur, d'émissions de gaz à effet de serre. Et donc lorsqu'on calcule un bilan GES à l'échelle d'une organisation, on prend en compte, tous les flux, physiques, qui passent dans l'organisation, du chauffage au transport, voilà et si on regarde aussi, l'impact du numérique, l'impact du numérique, ça passe par les immobilisations, le matériel informatique que j'achète, l'usage, c'est-à-dire, l'impact, de mes services, par mes utilisateurs et mes clients. Mais une entreprise, qui fait du numérique, gardez toujours en tête qu'elle consomme des flux physiques, alimentaires, transport, fret, déchets, qui sont au-delà, de l'impact du numérique. Alors le calcul carbone, se fait à travers ce qu'on appelle des facteurs d'émission. Voilà, en fait, un facteur d'émission, est multiplié par, un flux physique, par une quantité consommée, côté organisation. Il existe des facteurs d'émission pour beaucoup, de flux physiques. À la fois la consommation électrique, les kilomètres parcourus en voiture, les repas moyens consommés, l'achat d'ordinateurs portables. Donc, pour info, toutes ces actions, sont équivalentes à 1 tonne de CO2. À quoi sert un bilan carbone? Petit A, identifier des coupables. Petit B, à construire un plan d'action. Petit C, à s'adapter au changement climatique et petit D, à compter du CO2. Voilà.
La réponse est petit b et petit d. Donc à construire un plan d'action et à, notamment, voilà, compter du CO2 pour, identifier les sources à impact importants. Alors, donc je pense que c'était important, d'évoquer le contexte et les principes de la comptabilité carbone et comment, elle s'applique à l'échelle d'une organisation. Maintenant, si on essaye de se, concentrer sur, disons un peu la thématique du forum, de l'antique, c'est quel est l'impact carbone du numérique? Alors, ce que je voudrais, dans ce webinaire court, c'est de vous présenter quelques ordres de grandeur qui ont été, calculés, compilés par, les travaux du Shift Project. Donc, qui est un think tank autour de la transition, énergétique et climatique, voilà, qui est basé en France. Donc, je vous conseille, suite à ce webinaire, d'aller, jeter un coup d'œil aux détails des travaux qu'ils ont publiés. Donc l'idée vraiment, c'est, d'avoir quelques ordres de grandeur pour animer votre réflexion autour de l'impact du numérique, et comment l'impact du numérique s'articule, de manière générale dans l'impact global de l'organisation. Alors, premier ordre de grandeur, c'est, aujourd'hui, voilà, le numérique, consomme à peu près 4 de la consommation énergétique, mondiale totale et cette consommation énergétique, augmente d'année en année et donc certaines projections, font état d'une consommation potentielle entre 6 et 8 de notre consommation énergétique totale d'ici 2025. Donc l'impact du numérique est un sujet et la situation va aller en s'empirant. Alors lorsqu'on parle de l'impact du numérique, on parle de, disons, de 2 sources d'émissions. Les émissions à la production des équipements informatiques, donc ça peut être les équipements utilisateurs comme vos ordinateurs portables, vos téléphones portables, les télévisions, mais ça peut être aussi, bien sûr, les serveurs dans vos data centers et puis, tous les équipements, réseau, qui permettent d'acheminer la donnée des data centers vers, vos équipements utilisateurs. Donc ça, c'est la première partie production et la deuxième partie, c'est l'usage, l'utilisation. Quelle est la consommation énergétique dans la phase utilisation? Et donc, 2e ordre de grandeur, c'est que la phase production représente à peu près 45 de la consommation, énergétique, liée au numérique. Maintenant, si on regarde cette fameuse phase, production, alors là, je vous ai mis, quelques chiffres liés à la consommation énergétique, liée à la fabrication, d'un portable et d'un smartphone. Voilà, vous le savez, notamment les smartphones, sont de plus en plus miniatures, sont de plus en plus, complexes, mais aussi légers et lorsque vous ramenez ça, au poids, il s'avère qu'il faut à peu près plus de 80 fois plus d'énergie pour produire un smartphone, par gramme de smartphone produit que pour produire un gramme de voiture. Donc en gros, et dit autrement, heu produire, hem, un app un téléphone, un smartphone est, énergétiquement 80 fois plus dense, qu'une voiture. Et lorsqu'on regarde, la phase usage, on s'aperçoit aussi que, alors, que la consommation énergétique, en fait, des data centers, est bien plus importante que la consommation, d'un simple smartphone ou d'un simple portable. Et donc lorsqu'on regarde simplement la consommation électrique,
nécessaires pour faire fonctionner un smartphone, donc hors trafic généré, cela ne représente que 6 de, la consommation d'énergie, heu, totale, de ce smartphone. Alors ce chiffre-là, est à nuancer parce qu'effectivement, les choses changent lorsqu'on intègre, heu, l'énergie nécessaire, heu pour acheminer les informations du data center, via, le smartphone. Donc par exemple, vous utilisez votre smartphone et vous regardez une vidéo sur YouTube, vous allez, le data center, de YouTube va, streamer, va envoyer, des données, des octets vers votre téléphone portable, va solliciter, l'ensemble du réseau, en tout cas une partie du réseau internet, tous les équipements, tous les routeurs, du data center, passant du data center au routeur, au tour 3G vers votre téléphone portable. Et donc l'animation de tout ce réseau pour transporter votre vidéo est très énergivore. Et donc lorsqu'on intègre, l'utilisation des applications, qui passent par le téléphone portable, et ben, in fine, on s'aperçoit que, la consommation d'énergie réelle d'un smartphone et de sa et du trafic représente 50 de la consommation énergétique totale d'un smartphone. Et là, alors là, c'est quelque chose, d'assez, fondamental à garder à l'esprit, c'est-à-dire, l'empreinte du numérique, liée à la consommation de bande passante. Et donc, alors le travail du Shift, avait, fait un exemple de 2 scénarios, typiques, d'une vie numérique. 1er scénario, j'envoie un email, avec une pièce attachée, d'1 mégaoctet, qui consiste à, voilà, à écrire un email et s'asseoir devant son ordinateur pendant 3 minutes. Versus, regarder, une vidéo en ligne d'une résolution standard pendant 10 minutes. Et il s'avère que la consommation énergétique, heu, pour ces 2 opérations, heu, change d'un ratio de 1 à 100. Heu, donc ça, c'est le premier fait et le deuxième fait, en tout cas, c'est une réflexion à intégrer. Il s'avère qu'en fonction, du mix énergétique, dans les pays, où cette consommation numérique se fait, l'impact en termes de CO2, de gaz à effet de serre, est très différent. Donc prenons l'exemple, de la France, dans le tableau tout en bas. La France a un mix énergétique bas carbone, notamment dû, voilà, à l'utilisation, du nucléaire. Heu et ce mix énergétique, ce mix électrique est très différent, par exemple, aux États-Unis ou en Chine où, les stations génératrices d'électricité, utilisent, notamment du charbon, pour générer l'électricité. Donc l'impact du numérique va dépendre, de l'endroit où vous consommez le service numérique. Heu, tout en gardant en tête, que lorsque vous consommez un service numérique, vous consommez ce service numérique est activé, des data centers, du réseau internet jusqu'au, heu, téléphone de l'utilisateur. Donc c'est en fait toute, la chaîne de transfert d'informations à prendre en compte lorsque vous faites des analyses de mix énergétique. Donc, un des meilleurs scénarios, c'est effectivement de consommer un service numérique, en France, avec depuis la France versus, consommer un service numérique, par exemple, aux États-Unis où les data centers ont un mix énergétique ou un mix électrique, plus carboné que les data centers en France. Alors, simplement pour, insister sur, heu, l'impact,
du numérique et notamment l'impact des vidéos qui est en fait un des services numériques le plus consommateur de bande passante, quelques petites équivalences. Alors tout d'abord, donc l'impact énergétique lié au visionnage d'une vidéo est 1 500 fois plus important que la simple consommation électrique, du téléphone portable. Heu, Autre manière de voir la chose, il faudrait, passer plus de 5 heures, sans interruption à envoyer des emails, et ces actions, ce travail de 5 heures, serait équivalent à la consommation énergétique d'un visionnage d'une vidéo, pendant 10 minutes. Hem, tout ça pour dire que, voilà, l'impact, lié à l'envoi d'emails est finalement peu important, si notamment, vous regardez, vous faites une consommation importante, de vidéos ou vous fournissez, des services basés sur du streaming vidéo. Autre moyen de voir les choses, c'est, de regarder 10 minutes de vidéo, c'est l'équivalent de l'utilisation, d'un four électrique d'une puissance de 2000 watts, utilisé à pleine puissance pendant 5 minutes. Donc voilà, l'idée c'était de vous présenter quelques ordres de grandeur. Hem, donc une fois que ces ordres de grandeur sont exposés, c'est, effectivement, que faire, à court et moyen terme? C'est-à-dire comment construire son plan d'action? Alors justement, quand on construit un plan d'action de réduction d'impact à l'échelle d'une organisation, c'est, l'ensemble, des actes, d'achat, qu'il faut prendre en compte. Et ça, même si, nous sommes une entreprise, qui vend exclusivement des services numériques, voilà, ne pas oublier que l'organisation, évolue dans un monde physique et par nature, elle consomme des flux physiques qui, restent, très impactants, par rapport à des flux, numériques. Voilà, on fait cette, conférence, sur internet, je stream, mes saisies d'écran, mais cette, mode de communication, est, moins impactant que si on s'était tous donné rendez-vous, dans un endroit précis et on aurait tous pris notre voiture, pour que je vous fasse, ce séminaire. Heu donc c'est pour d'où l'importance, d'un, bilan carbone, à l'échelle globale, pour effectivement identifier si les actions numériques, sont vraiment très impactantes par rapport au reste des impacts. Maintenant, f concentrons-nous sur le plan d'action lié au numérique. Alors voilà, quelques pistes, et ça c'est sûrement, des actions que vous avez, déjà vues. Hem, donc je réinsiste peut-être sur des choses que intuitivement vous saviez déjà. Donc première piste d'action, c'est clairement d'allonger la durée de vie des équipements professionnels. Voilà, on sait que, 45 de l'impact énergétique lié au numérique vient de la fabrication des équipements professionnels. Donc plus vous augmentez la durée de vie, heu, moins votre impact sera plus se moins votre impact sera important sur la phase production, du numérique. Une autre manière de voir la chose, c'est, de réduire la consommation, des appareils numériques. Hem et donc, un des moyens de le faire, c'est par exemple d'utiliser des téléphones portables à double usage, usage, professionnel et usage personnel. Ça coûtera moins cher à l'organisation et ça aura un impact environnemental, bien meilleur.
Troisième piste d'usage, et là c'est plus sur l'utilisation de ces services numériques, c'est, puisqu'on a vu, l'utilisation d'une bande passante, de la bande passante est générateur d'impact. Donc c'est tout simplement d'utiliser par exemple des plateformes partagées de documents au lieu d'inclure des documents dans des emails. Donc là, c'est un moyen de réduire la consommation de bande passante au sein de votre organisation. Et puis finalement, pour les entreprises qui créent des services numériques à destination de leurs clients, il y a une phase d'éco-conception de ces services qui est nécessaire, notamment avec des axes d'analyse importants liés notamment à la consommation de bandes passantes heu, des services numériques que vous concevez. Voilà, donc un exemple classique, voilà, si YouTube, les services YouTube pourraient avoir un impact hem, positif massif si toutes les vidéos de YouTube avaient par défaut une faible résolution, quelle que soit la bande passante de l'utilisateur. Voilà. Donc voilà pour quelques pistes du plan d'action. Alors, je voulais finir le webinaire sur quelques questions quelques questions dans notre jeu de qui veut gagner des millions de tonnes de CO2. Donc, au moment de construire le plan d'action, il faut agir en priorité sur les actions petit a, faciles à mettre en place, petit b, qui font gagner de l'argent, petit c, qui permettent de communiquer, petit d, avec un fort potentiel de gain en CO2. Je me permets Alors, d'intervenir pour, vous dire que tout le monde peut participer, dans tous les cas, hein. d'accord. Voilà. Donc, voilà, donc la réponse c'est petit a et petit d. Hem voilà, on peut agir en priorité sur les actions, qui sont faciles à mettre en place et qui ont un fort potentiel, de gain en CO2. Deuxième question, voilà, être acteur du changement, c'est accepter A, que les choses bougent doucement, B, de faire des compromis, C, qu'il faut oublier son idéal, D, que son propre impact est faible. La réponse, c'est A, que les choses bougent doucement et B, faire des compromis. Ah, c'est sur cette dernière, quiz, que, je vais conclure, le webinar. Voilà, si, ça nous laisse un peu de temps, pour, échanger, s'il y a des questions, dans l'auditoire. N'hésitez pas à partager vos questions soit via le chat ou même directement, oralement. Questions, il y a bien sûr. Bon, s'il y a pas de questions, bah, j'espère que ça a été clair. Voilà, et si vous avez, si vous pensez à d'autres questions, après le webinar, vous pouvez toujours, me contacter et je répondrai avec grand plaisir. Mon adresse email est sur mon écran. Merci à tous.